Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Afrique-Orient. Pour commencer, l'Iran a célébré cette semaine le 40e anniversaire de la prise d'assaut de l'ambassade US à Téhéran. Dans un discours prononcé à l'occasion, le guide suprême iranien a réaffirmé son opposition à tout contact avec Washington. Téhéran vient d'ailleurs d'annoncer la relance de ses activités d'enrichissement d'uranium jusque-là gelées. 40 ans après une crise diplomatique majeure, les relations entre l'Iran et les USA sont toujours dans l'impasse. Dimanche, à l'occasion d'un discours prononcé pour le 40e anniversaire de la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, le guide suprême a réaffirmé son opposition absolue à tout dialogue avec Washington. L'opposition constante à des négociations avec les États-Unis est l'un des instruments importants dont dispose l'Iran pour les empêcher de prendre pied dans notre pays. Cette mesure dictée par la logique interdite à l'Amérique de réinfiltrer l'Iran. Elle est une preuve du pouvoir et de la puissance véritable de l'Iran et montre que la puissance des États-Unis n'est qu'une fiction. Discuter avec les Américains ne mènera à rien. Ali Khamenei dira plus loin que les différends avec les USA ne découlent pas, comme ils le prétendent, de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis le 4 novembre 1979, mais bien du coup d'État de 1953, lorsque les États-Unis avaient renversé le gouvernement du Premier ministre Mohamed Mossadegh et établi un gouvernement corrompu à leur solde. Pour rappel, peu avant son renversement, Mossadegh avait nationalisé la compagnie pétrolière anglo-iranienne Oil Company, qui deviendra la British Petroleum après sa destitution et la négociation d'un nouvel accord avec les autorités de Téhéran. Le 4 novembre donc de la même année, moins de 9 mois après le renversement du dernier Shah d'Iran, un groupe d'étudiants partisans de la révolution islamique avait pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qualifiée alors de nid d'espions par les partisans de Khomeini, père fondateur de la République islamique. La crise s'achèvera 444 jours plus tard, après la mort en Égypte du souverain déchu, avec la libération de 52 diplomates américains. Rompues entre-temps, les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont jamais été rétablies. Le 4 novembre est donc traditionnellement l'occasion en Iran de rassemblements conspuant l'Amérique. Cette année, les célébrations de l'événement ont commencé quelques jours avant l'inauguration de nouvelles fresques murales de l'ancienne ambassade. L'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 est remis en question par Trump, un nouveau point de crispation entre les deux pays. Washington maintient une logique de pression maximale contre la République islamique et l'accuse de tous les maux du Proche et Moyen-Orient. Pourtant, pour de nombreux experts américains de la question, le traitement réservé à Téhéran est démesuré et l'administration US gagnerait à instaurer un climat de confiance. Dans son nouveau rapport Africa's Pulse, la Banque mondiale dresse un tableau plutôt mitigé sur l'économie subsaharienne. Les économies africaines, de manière générale, sont en train de subir les contre-coups de la conjoncture internationale et ce sont les incertitudes politiques qui découragent en premier les investissements. En 2019, l'Afrique subsaharienne ne pourra prétendre à une croissance économique soutenue. Selon la Banque mondiale, elle sera entravée par l'incertitude persistante de l'économie mondiale et la lenteur des réformes intérieures. Pour Albert Zefak, économiste en chef à la Banque mondiale pour l'Afrique, c'est le marché du travail régional qui en sera le plus affecté. La croissance en Afrique subsaharienne ne devrait pas dépasser les 2,6% en 2019. Ce taux est très faible. Cette croissance anémique reflète d'abord l'intensification des tensions commerciales mondiales affectant le monde entier et pas seulement l'Afrique, les chocs climatiques tels que les cyclones qui ont frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi plus tôt cette année, ainsi que les sécheresses et inondations alternées qui ont drastiquement réduit la production agricole en Afrique, abaissant les exportations et les investissements dans les pays africains. En un sens, les gouvernements, les entreprises et les particuliers ne sont pas en mesure de continuer à créer les emplois qui font cruellement défaut. Africa's Pulse contient des sections spéciales sur l'accélération de la réduction de la pauvreté et la promotion de l'autonomisation des femmes.
Pour la Banque mondiale, l'incertitude mondiale va peser sur la croissance bien au-delà de l'Afrique. La croissance du PIB réel devrait également ralentir considérablement dans les autres régions émergentes et en développement. Les prévisions de croissance des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que de l'Asie du Sud, devraient être encore plus importantes que celles de l'Afrique subsaharienne en 2019. Depuis 2015, 4 Africains sur 10, soit plus de 416 millions de personnes, vivent sous la barre des 1,90 $ par jour. En l'absence d'efforts importants pour créer des opportunités économiques et réduire les risques pour les pauvres, l'extrême pauvreté deviendra presque exclusivement un phénomène africain d'ici 2030, toujours selon la Banque mondiale. L'Afrique est la seule région du monde où les femmes ont plus de chances d'être des entrepreneurs que les hommes. Les femmes africaines représentant environ 40% de la main-d'œuvre agricole à travers le continent, il existe toutefois d'énormes écarts de productivité et de revenus qui doivent être résolus. Plusieurs solutions pour réduire la pauvreté sont également disponibles en œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Les pays africains doivent éduquer les filles, en particulier les jeunes filles, les maintenir plus longtemps à l'école et leur fournir des compétences dont elles ont besoin pour travailler. Cela se traduira probablement par une baisse de la fécondité, un revenu plus élevé et un âge plus élevé aussi pour le mariage. Un élément essentiel consistera, lui, à réduire les disparités entre les sexes en matière de santé, d'éducation, d'autonomisation et de l'emploi. Une radio pour remplacer une école détruite. L'initiative de l'UNICEF, l'agence onusienne pour l'enfance, est en train de faire son bonhomme de chemin au Burkina Faso et permet à des centaines de milliers d'élèves déplacés à cause des violences de suivre malgré tout un cursus scolaire. À 14 ans, Hassani est déscolarisé. Il n'a pas mis un pied dans une classe d'école depuis que la sienne ait été ravagée l'an dernier par des hommes armés. Depuis, Hassani et sa famille ont fui leur village au nord du pays. Pour ne pas tout perdre, Hassani reste collé à sa radio tous les jours. Elle remplace son école. Dans la classe, nous étions en classe lorsque nous avons entendu des explosions et des tirs. J'ai eu très peur et j'ai crié avant de m'enfuir. Nos enseignants aussi se sont enfuis, puis il y a eu d'autres tirs. Hassani est l'un des nombreux enfants qui prend part à un programme pilote initié par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Grâce à l'UNICEF, les élèves et autres étudiants peuvent apprendre et poursuivre leur scolarité via des enregistrements radio. Depuis 2018, des centaines de milliers de personnes ont fui les violences et les attaques récurrentes dans le Sahel, particulièrement dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Selon l'UNICEF, et à cause des violences et des combats, près de 2 millions d'enfants sont en déperdition scolaire dans toute la région du Sahel. L'éducation par la radio, un programme alternatif qui permet aux enfants de recourir aussi à des facilitateurs qui les aident à apprendre leurs leçons. L'école de la radio, c'est comme l'école. L'UNICEF s'emploie à soutenir davantage les programmes d'apprentissage alternatifs, incluant des centres d'apprentissage communautaires, les programmes scolaires et les technologies de la radio, mais aussi des enseignants pouvant travailler dans des lieux de combat et un support psychologique pour les écoliers. Les enfants touchés par les conflits et l'insécurité au Sahel représentent plus d'un quart des enfants de ceux ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde. Le droit à l'éducation pour les filles, un combat qu'a choisi de mener l'artiste béninoise Angélique Kidjo. Grâce à sa fondation caritative, elle a permis cette semaine à des milliers de fillettes déscolarisées d'avoir tout simplement des chaussures pour aller à l'école. Plus de 67 000 filles de tout le Bénin, âgées de 6 à 17 ans, ont reçu de nouvelles chaussures cette semaine, dans le cadre d'un partenariat avec la fondation Batonga, le TOMS et l'UNICEF. Batonga, fondée par la diva africaine Angélique Kidjo, louée pour ses spectacles énergiques et sa défense des causes sociales. Angélique s'est entretenue avec des filles de l'école de Parakou et prononcé un discours sur le droit à l'éducation devant plus de 300 élèves. Les filles empruntent un long chemin pour aller à l'école.
Beaucoup de filles scolarisées manquent l'école parce que quelque chose les a piquées aux pieds et que cela conduit à une infection. Si tu n'as pas de chaussures et que tu dois marcher sur un sol très chaud, comment te réveilleras-tu le matin pour dire « je veux aller à l'école » Alors les chaussures font partie de nous-mêmes, la confiance et l'autonomisation. Kidjo a chanté lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et a fait salle comble à Carnegie Hall de New York. Kidjo, 58 ans, a repris le flambeau de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba en tant que voix politique et milite pour les droits des femmes à l'éducation en Afrique. Au Bénin, les filles courent le plus grand risque d'abandonner leurs études lorsqu'elles passent de l'enseignement primaire au secondaire. Près de 2 filles sur 3 n'ont pas accès à l'enseignement secondaire. La pauvreté est un facteur déterminant dans l'éducation des filles. Plus de 43% d'entre elles, les plus pauvres, ne se rendent jamais dans une salle de classe. Le partenariat entre les 3 organisations vise les enfants d'âge scolaire dans plusieurs régions du Bénin, où les filles sont particulièrement exposées au risque d'être complètement privées d'éducation. Angélique a également visité un centre d'hébergement, offrant des services de soutien et de protection aux jeunes filles âgées de 6 à 17 ans, touchées par la violence. Les filles reçoivent des conseils, un sentiment de sécurité et la possibilité de participer à des ateliers pour les aider à surmonter le traumatisme auquel elles ont été exposées. L'Atlantrope serait le plus vieil Algérien connu. La découverte dans les années 50 des restes d'un homme à Tirnif, à Mascara, avait bouleversé les recherches anthropologiques de l'époque. L'an dernier, de nouvelles études ont permis de repousser leur datation carbone à près d'1 million d'années. Vieille de 700 000 ans, cette mandibule est celle de l'Homo erectus Atlanthropus mauritanicus, ou plus simplement l'homme de Palikao, l'actuel Tirnif, la commune de Mascara, où a été découvert dans les années 50 ce reste fossile humain. Selon les paléontologues, l'homme de Tirnif est de ce fait l'ancêtre des Nord-Africains. Donc cet homme est le plus vieux, c'est-à-dire le plus vieux en Afrique du Nord. Quel âge a-t-il ? Donc, estimation de l'âge par méthode paléomagnétisme, c'est 0,7 millions d'années. Donc, par une équipe franco-algérienne, donc ça, c'est dans les années 1982. Par contre, actuellement, il y a toute une... on est en train de revisiter et de réviser même le site. Donc, la chronologie, probablement, elle est un peu plus âgée que 0,7 millions d'années, elle est vers 1 million d'années. Pour l'heure, seules 3 mandibules ont été découvertes. Il y a 3 mandibules, donc à part les mandibules et les os et les dents isolées et le pariétal, pour le moment on n'a rien trouvé, on trouve que des restes de faune, avec des traces de boucherie bien sûr. Depuis 2013, des études sont continuellement menées sur le site acheléen de Tirnif pour découvrir le mode de vie des hominidés de cette région, explorer leurs capacités cognitives et leurs moyens de subsistance. Un travail qui a été réalisé cette année en 2018. Donc, on a compris quelque chose sur les comportements de subsistance de cet hominidé. Donc, cet hominidé consommait de la viande, de la chair, donc de tout ce qui est des taxons d'herbivores, les gros, les petits et les moyens. Les grands, c'est pour la première fois en Afrique du Nord, on trouve une exploitation énorme de taxons les plus grands, donc l'hippopotame, le rhinocéros et l'éléphant, ainsi que comme les équidés, les bovidés, ainsi de suite. Donc cette conclusion est attestée par les évidences d'activité anthropique sur les ossements qu'on a retrouvés et analysés avec des microscopes et ainsi de suite. Et aussi avec ces ossements qui portent les évidences d'activité anthropique sont en association avec une industrie lithique, donc les bifaces et les éclats. Donc ces outils ont été utilisés pour extraire la chair. Ces études ont par ailleurs révélé que l'homme de Tirnif aurait eu un comportement un peu plus évolué que celui de ses aînés, découverts en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, les ossements de l'Atlantrope se trouvent au musée de l'Homme à Paris. Seul son moulage est exposé au musée du Bardo à Alger.
Des milliers de personnes ont fêté cette semaine le retour en Afrique du Sud en véritable héros des Springboks, grands vainqueurs de la Coupe du monde de rugby contre l'Angleterre en finale de l'édition japonaise du tournoi mondial. Une victoire qui vient à point nommé pour un pays qui retrouve ses vieux démons avec une crise sur fond de xénophobie contre les populations noires. L'Afrique du Sud victorieuse de l'Angleterre 32-12, samedi à Yokohama, a remporté la Coupe du monde de rugby pour la 3e fois de son histoire. Déjà sacrés en 1995 et 2007, les Springboks se sont appuyés sur un pas conquérant, un buteur efficace et 2 essais des ailiers Mapimpi et Kolbe pour l'emporter face aux Anglais. Je tiens à féliciter les Springboks. Merci de l'avoir ramené à la maison. Bravo à l'Angleterre, vous avez essayé, mais nous sommes juste meilleurs. Désolé. Cette victoire clôt un parcours quasi parfait pour les Springboks qui avaient entamé la Coupe du Monde par une défaite face aux All Blacks avant de monter en puissance en cours des 6 semaines du mondial débuté le 20 septembre. Merci les Springboks, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes comblés de bonheur. Merci d'avoir ramené la coupe à la maison, on savait que vous le feriez dès le premier match. Merci pour la Coupe du Monde. Seule équipe de l'hémisphère nord championne du monde en 2003, en 9 éditions, l'Angleterre n'est jamais parvenue à franchir la défense des Boks, une semaine après avoir réalisé une démonstration face aux All Blacks en demi-finale. Bousculés en mêlée fermée, contrés au milieu de terrain, dominés sur les duels, les Anglais s'inclinent finalement face aux Springboks, comme c'était le cas en 2007. Pour finir, clôture cette semaine en apothéose pour le cinéma tunisien des Journées cinématographiques de Carthage. Le Tanit d'or a été raflé par l'actrice Hind Boujedmaa pour le film Noura Rêve. Des distinctions aussi pour les films syriens, soudanais et saoudiens. L'Algérie a remporté de son côté le prix de la meilleure interprétation masculine par Amélie Selem. Un film tunisien consacré aux difficultés d'une mère à conquérir son bonheur malgré un mariage miné par la violence. Noura Rêve et 2 autres films réalisés par des femmes ont été primés à l'issue des Journées cinématographiques de Carthage, à Tunis. Noura Rêve, attendu en salle ce mois-ci, est porté par 2 vedettes tunisiennes, l'actrice basée en Égypte Hind Sabri et le comédien Lotfi Abdelli, en mari loser dominateur. C'est un film important, car c'est un film qui traite des tabous que le cinéma tunisien et même arabe n'ont jamais traités auparavant, qui sont ceux de la femme, de l'infidélité et de la violence conjugale. Ce film de la réalisatrice Hind Boujedmaa a remporté le Tanit d'or de la 2e édition des JCC, récompense suprême de ce festival consacré au cinéma arabe et africain. Nous avons travaillé très dur, les acteurs, les techniciens, ceux qui ont écrit le film et toute l'équipe nombreuse. On est vraiment très contents. 2 autres films portés par des personnages féminins forts ont également été primés. Atlantique, un conte sénégalais sur la migration clandestine vue par les femmes restées sur la berge, que les noyés viennent hanter, a reçu également le Tanit d'argent. Ce film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop s'était vu décerner le Grand Prix du Festival de Cannes en mai dernier. Le Tanit de bronze a été décerné quant à lui à un premier film saoudien, Scales, sur le sort d'une jeune fille que son père refuse de sacrifier à la mer selon une tradition ancestrale et qui devient une paria en résistant aux superstitions patriarcales. Sur les 12 longs métrages de fiction en compétition lors de cette édition des JCC, 5 œuvres ont été réalisées par des femmes. Et c'est la fin de votre magazine Afrique-Orient. On se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.